Une tempête silencieuse se prépare au Vatican. Le nouveau pape aurait été surpris en train d'essayer de détruire des documents secrets laissés par le pape François. Ces dossiers pourraient provenir des archives cachées du Vatican, des documents qui ont été enfermés pendant des siècles. Que contiennent-ils? Qu'est-ce qui pourrait être si puissant que le pape se donne tant de mal pour les effacer? La vérité s'avère plus sombre et plus dangereuse que quiconque ne l'aurait jamais imaginé. Le voile du secret du Vatican. La cité du Vatican, ce minuscule État souverain niché au cœur de Rome, a longtemps capté notre imagination collective en tant que dépositaire de secrets anciens et de connaissances cachées. Pendant des siècles, l'Église catholique a conservé de vastes archives, auparavant connues, de manière plutôt inquiétante, sous le nom d'Archives secrètes du Vatican, jusqu'à ce que le pape François les rebaptise Archives apostoliques du Vatican en 2019 pour dissiper ce qu'il a appelé les connotations négatives entourant le mot « secret ». Mais ce changement de nom n'a pas étouffé les spéculations sur ce qui se trouve réellement dans ces salles sacrées. Les archives apostoliques du Vatican sont une collection labyrinthique qui s'étend sur 85 km de rayonnage et contient des millions de documents remontant au 8e siècle. Bien que le terme « secret » dans son ancien nom dérive du latin « secretum », qui signifie « privé » ou « personnel » plutôt que « confidentiel », la nature mystérieuse de ces archives a alimenté d'innombrables théories sur ce qui pourrait s'y cacher. Que peuvent contenir ces vastes collections? Selon les historiens, les archives contiennent des bulles papales, des lettres de personnages historiques comme Marie-Reine d'Écosse et Henri VIII, ainsi que des comptes rendus d'événements importants comme le procès de Galilée. Mais les spéculations vont bon train quant aux autres documents qui pourraient être soustraits à la vue du public. Certaines des théories les plus sensationnelles suggèrent que les archives contiennent des preuves de vie extraterrestre, des preuves que Jésus a eu une femme et des descendants, ou des documents sur des sociétés secrètes comme les Illuminati. D'autres prétendent qu'elles abritent la plus grande collection de pornographie au monde ou des documents sur le Saint Graal. Une théorie particulièrement fantaisiste concerne un appareil appelé chronovisor, une supposée machine à voir le temps qui aurait permis aux fonctionnaires du Vatican d'assister à la crucifixion du Christ. Mais quelle est la réalité qui se cache derrière ces spéculations? Depuis 1881, date à laquelle le pape Léon XIII a ouvert pour la première fois les archives aux chercheurs, plus d'1 millier de chercheurs accèdent chaque année à ces documents, bien que cet accès soit limité à des universitaires approuvés, et que les documents postérieurs à 1958 restent généralement classifiés. En 2012, le Vatican a exposé publiquement 100 documents dans le cadre de l'exposition Lux in Arcana, ce qui suggère au moins une certaine volonté de partager ces trésors historiques. Lorsque le pape François est décédé le lundi de Pâques 2025 à l'âge de 88 ans, il a laissé derrière lui un héritage complexe. Son pontificat, qui a débuté en 2013, a été marqué par des tentatives de réforme, mais aussi par de nombreuses controverses et allégations de scandales cachés. L'élection du cardinal Robert Francis Prevost comme pape Léon XIV, le 8 mai 2025, a marqué un moment historique, le premier pape né aux États-Unis en 2000 ans d'histoire de l'Église. Mais cette passation de pouvoir s'accompagne de questions brûlantes. Quel secret le pape François a-t-il pu laisser derrière lui? Et qu'en fera le pape Léon XIV? Les dossiers secrets laissés par le pape François pourraient englober plusieurs catégories d'informations sensibles. Tout d'abord, il y a les documents administratifs liés à ces réformes, comme la restructuration de la curie romaine ou le contrôle financier, qui pourraient rester confidentiels jusqu'à 75 ans après son pontificat, soit aux alentours de l'année 2100. Ensuite, il y a sa correspondance personnelle, y compris son testament, qui exprime l'humilité et l'espoir d'une vie éternelle, selon les informations du New York Times. Mais ce qui est peut-être le plus intriguant, ce sont les affirmations controversées qui ont émergé depuis la mort du pape François. Dans les jours qui ont suivi son décès, des chercheurs sur les ovnis comme Mark Christopher Lee et Jaime Maussan ont affirmé que le Vatican détenait des dossiers sur les rencontres extraterrestres, citant des anecdotes historiques telles que le rôle présumé du pape Pie XII dans un transfert d'ovnis sous le régime de Mussolini. Ces affirmations, amplifiées par le témoignage de David Grush en 2023, manquent de preuves vérifiées mais continuent de frapper l'imagination du public. N'oublions pas la possibilité, plus terre à terre, mais tout aussi préoccupante, de dossiers liés au scandale d'abus sexuels commis par des membres du clergé. Si les archives diocésaines, et non celles du Vatican, ont généralement joué un rôle central dans les enquêtes sur les abus, le rôle du Vatican dans la coordination des réponses pourrait concerner des documents sensibles auxquels de nombreuses victimes et défenseurs se sont longtemps battus pour avoir accès. Un détail particulièrement intriguant est apparu dans les mémoires du pape François intitulées « Espérance ». Il raconte avoir reçu une grande boîte blanche du pape Benoît XVI 10 jours après son élection en 2013. Cette boîte, remise lors d'une réunion à Castel Gandolfo, contiendrait des documents sur les abus, la corruption,
les affaires sombres et les actes répréhensibles au sein de l'Église. François a déclaré se sentir responsable du mal commis par certains prêtres, mais le contenu précis de cette mystérieuse boîte n'a jamais été entièrement révélé. Cette révélation a alimenté les spéculations sur ces dossiers secrets concernant les abus sexuels commis par des membres du clergé et d'autres scandales. Les critiques soutiennent que la boîte symbolise le secret permanent du Vatican, tandis que l'historien d'Oxford, Miles Pattenden, a fait remarquer que le besoin de confidentialité de l'Église se heurte souvent aux exigences de transparence, ce qui complique les efforts de reddition de comptes. Ce qui est particulièrement fascinant dans l'approche du pape François à l'égard de ces dossiers prétendument secrets, c'est sa relation paradoxale avec la transparence. D'une part, il a pris des mesures pour accroître l'ouverture, notamment en renommant les archives secrètes et en ouvrant les dossiers du pape Pie XII, datant de la Seconde Guerre mondiale. D'autre part, comme nous le verrons plus en détail, son pontificat a été marqué par des scandales financiers, des allégations de dissimulation d'abus sexuels et des luttes de pouvoir internes qui suggèrent une culture du secret persistante. Le statut d'État souverain du Vatican complique encore les choses, car il permet au Saint-Siège de contrôler l'accès à l'information avec une pression extérieure limitée. Cette souveraineté, combinée à l'importance traditionnelle de l'autorité hiérarchique de l'Église, crée un environnement où les secrets peuvent être maintenus pendant des siècles. Alors que nous approfondirons l'héritage du pape François dans notre prochaine partie, nous examinerons les controverses et les scandales spécifiques qui pourraient être contenus dans ces prétendus dossiers secrets. Quelles ont été les malversations financières commises pendant son pontificat? Comment a-t-il géré la crise des abus sexuels? Et quels autres squelettes pourraient se cacher dans les placards du Vatican? Mais avant d'aller plus loin, il est important d'aborder ce sujet avec un regard critique. S'il ne fait aucun doute qu'il existe un modèle historique de secret au sein du Vatican, bon nombre des affirmations les plus sensationnelles ne sont pas étayées. La vérité se situe probablement quelque part entre les documents administratifs banals et les conspirations extraordinaires qui fascinent le public. L'héritage controversé du pape Francis. Le pape François, né Jorge Mario Bergoglio à Buenos Aires, en Argentine, en 1936, est un personnage novateur à bien des égards. Le premier pape jésuite, le premier originaire d'Amérique latine et le premier de l'hémisphère sud. Son approche de la papauté différait sensiblement de celle de ses prédécesseurs, mettant l'accent sur la miséricorde, l'humilité et l'aide aux personnes marginalisées. Mais sous son image populaire de réformateur se cachaient des allégations persistantes de mauvaise gestion de graves problèmes au sein de l'Église. La controverse la plus dommageable qui a entouré le pape François est sans doute sa gestion de la crise mondiale des abus sexuels commis par le clergé. Lorsqu'il a accédé à la papauté en 2013, l'Église était encore sous le choc des révélations d'abus généralisés et de dissimulation institutionnelle mises au jour par des enquêtes telles que le rapport du Boston Globe de 2002. François a hérité de cette crise de ses prédécesseurs, en particulier de Benoît XVI, dont beaucoup pensent qu'il a démissionné en partie parce qu'il se sentait dépassé par la corruption et les scandales au sein de l'Église. Dans un rare moment de candeur capté lors d'une interview, François a reconnu l'énormité de la crise des abus. Mais malgré ces paroles fortes, les critiques ont affirmé que les actions de François n'étaient pas à la hauteur de sa rhétorique. Bien qu'il ait créé une commission pour la protection des mineurs et mis en œuvre certaines réformes, la résistance au sein du Vatican aurait limité leur efficacité. Le cas du prêtre slovène Marko Rupnik est devenu un point d'ignition particulier. Dans un premier temps, le Vatican a refusé d'engager des poursuites en raison du délai de prescription, et l'œuvre d'art de Rupnik est restée en usage, y compris dans la résidence de François. Ce n'est qu'après un tollé général que François a ordonné la réouverture de l'affaire en 2025. Un autre incident révélateur s'est produit au Chili en 2018, lorsque François a d'abord défendu l'évêque Juan Barros, accusé d'avoir couvert des abus, qualifiant les allégations de calomnie. Après l'apparition de preuves, il s'est excusé et a commandé une enquête, mais le dommage causé à la confiance était déjà fait. L'Institut pour les œuvres de religion, plus connu sous le nom de Banque du Vatican, a été une autre source de controverses persistantes pendant le pontificat de François. La banque a une longue histoire de scandales, dont le tristement célèbre effondrement de la Banco Ambrosiano en 1982, qui impliquait des sociétés écrans et du blanchiment d'argent. Lorsque François est devenu pape, il s'est attaqué au passé scandaleux de la Banque du Vatican, en nommant le cardinal George Pell pour réorganiser les finances. Toutefois, la résistance de la curie a entravé les progrès, le licenciement de l'auditeur Libero Milone par le cardinal Giovanni Becciu illustrant l'opposition bien ancrée à la réforme. En 2018, l'ancien président de la Banque du Vatican, Angelo Caloia, a été accusé d'avoir détourné 62 millions de dollars dans le cadre d'une escroquerie immobilière.
Le scandale Vatileaks de 2012 avait déjà mis en lumière la mauvaise gestion financière et la corruption, dépeignant Benoît XVI comme dépassé et créant l'attente que François soit un réformateur. Mais si François a fait des efforts pour accroître la transparence, notamment en engageant des auditeurs externes, les critiques affirment que ces réformes sont restées incomplètes. Une interview d'Ed Condon, fondateur et rédacteur en chef de The Pillar, offre une perspective éclairante sur les réformes financières de François. Au-delà des scandales financiers et d'abus, François a suscité la controverse par ses approches doctrinales. En 2016, son exhortation apostolique Amoris Laetitia suggérait dans une note de bas de page que certains catholiques divorcés et remariés civilement pouvaient recevoir la communion au cas par cas, en fonction d'un discernement pastoral. Cela marque un changement par rapport à la position traditionnelle, qui considérait ces personnes comme vivant dans un état de péché. Ce document a incité 4 cardinaux à publier une dubia, question, officielle, demandant des éclaircissements sur sa conformité avec l'enseignement de l'Église sur l'indissolubilité du mariage. De nombreux conservateurs se sont sentis abasourdis et trahis, considérant le document comme une rupture avec les interdictions claires maintenues par Jean-Paul II et Benoît XVI. Le document Fiducia Supplicans de décembre 2023, qui autorise les prêtres à offrir des bénédictions non liturgiques aux couples de même sexe et à ceux qui se trouvent dans des situations irrégulières, a lui aussi suscité la controverse. Bien que le document souligne que ces bénédictions n'équivalent pas à une approbation des relations ou ne modifient pas l'enseignement de l'Église sur le mariage, il a suscité l'indignation des catholiques conservateurs. Plus de 100 membres du clergé et universitaires ont signé une lettre ouverte en février 2024, exhortant François à retirer le document, estimant qu'il s'éloignait de 2000 ans de doctrine. La réaction ne s'est pas limitée à des objections théoriques. Des conférences épiscopales en Afrique, en Pologne et dans d'autres régions ont annoncé qu'elles n'appliqueraient pas cette politique, invoquant des préoccupations d'ordre culturel et doctrinal. Cela a mis en évidence les profondes divisions au sein de l'Église mondiale, précisément le type de division que François a exacerbé pendant son pontificat, selon certains. En 2021, François a publié Traditionis Custode, revenant sur la libéralisation de la messe latine traditionnelle, décidée par Benoît XVI en 2007. Le motu proprio exigeait des prêtres qu'ils obtiennent l'autorisation des évêques pour célébrer la messe traditionnelle en latin et visait à promouvoir l'unité liturgique dans le cadre de la messe Novus Ordo post-Vatican II. Cette décision a aliéné les communautés traditionnalistes qui chérissaient la messe en latin pour sa révérence et sa continuité historique. Les critiques ont accusé François de punir un petit groupe dévots pour apaiser les factions progressistes. Le synode des évêques de 2019 sur l'Amazonie a déclenché une nouvelle tempête lorsqu'une statue en bois d'une femme enceinte, identifiée comme Pachamama, une figure de fertilité andine, a été exposée dans une église affiliée au Vatican. Les catholiques conservateurs ont accusé François d'approuver le culte païen, en particulier après que la statue a été utilisée lors de cérémonies liées au synode. La controverse s'est intensifiée lorsque la statue a été volée dans une église romaine et jetée dans le Tibre, ce qui a incité François à s'excuser pour toute offense, précisant que la statue avait été exposée sans intention idolâtre. L'engagement de François sur les questions politiques a également suscité des critiques. Son encyclique Laudato Si de 2015 appelait à agir contre le changement climatique, critiquant le consumérisme et le capitalisme mondial. Les critiques, en particulier les conservateurs, ont affirmé que l'encyclique outrepassait les compétences de l'Église, qualifiant la science du climat de mythe et accusant François de s'aligner sur les agendas séculiers. Son acceptation d'un crucifix en forme de marteau et de faucille de la part du président bolivien Evo Morales en 2015 et ses rencontres avec Fidel Castro ont alimenté les accusations de sympathie communiste que François a démenties. Même la tentative de François d'encourager une plus grande synodalité, une approche plus consultative et décentralisée de la gouvernance de l'Église, a fait l'objet de critiques. Le processus synodal qu'il a lancé a été perçu par beaucoup comme créant de la confusion plutôt que de la clarté. Un autre aspect controversé du pontificat de François est sa relation avec la Chine. Le Vatican a négocié un accord diplomatique avec Pékin qui a permis à la Chine d'approuver les nominations de l'Église. Cette concession a suscité la colère de nombreux catholiques et semblait contraire à l'autonomie de l'Église. En théorie, l'accord devait permettre au gouvernement chinois d'approuver les candidats parmi lesquels le pape nommerait ensuite en toute liberté les évêques. Mais en pratique, selon les critiques, le gouvernement chinois a essentiellement nommé les évêques catholiques sur le continent. Dans un moment de contrition publique, François a présenté des excuses générales pour les scandales liés au Vatican. Ces controverses brossent le tableau d'une papauté marquée par de bonnes intentions, mais parsemée de contradictions et de problèmes non résolus. François s'est présenté comme un réformateur,
Mais nombre de ces réformes ont rencontré une forte résistance ou ont été mises en œuvre de manière incohérente. Il a parlé de miséricorde et d'inclusion, mais n'a parfois pas réussi à rendre justice aux victimes d'abus ou à lutter efficacement contre la corruption. Il a mis l'accent sur la décentralisation par le biais de la synodalité, mais s'est souvent comporté en micro-gestionnaire, n'hésitant pas à destituer des évêques sans procédure régulière. Selon Ed Condon, François semble avoir délibérément mis en place des débats que le prochain conclave devra résoudre. Aujourd'hui, ce successeur est arrivé sous la forme du pape Léon XIV. Poursuivra-t-il sur la voie de la réforme ou prendra-t-il une toute autre direction? Révélera-t-il le contenu de ses prétendus dossiers secrets ou les gardera-t-il sous clé? Le pape Léon XIV est l'avenir des secrets du Vatican. Après avoir exploré l'histoire secrète du Vatican et l'héritage controversé du pape François, nous nous intéressons maintenant au nouveau pape Léon XIV et à la question brûlante. Que fera-t-il des documents potentiellement explosifs et des questions non résolues laissées par son prédécesseur? Le 8 mai 2025, devenant le premier pape né aux États-Unis, le pape Léon XIV, anciennement cardinal Robert François Prévost, est entré dans l'histoire. Son parcours offre des indices intéressants sur la manière dont il pourrait aborder les prétendus dossiers secrets et l'héritage complexe de François. Né en 1955 à Chicago, dans l'Illinois, M. Prévost a grandi dans une famille catholique fervente, avec des ancêtres français, italiens et espagnols. Son parcours scolaire l'a mené de l'université de Villanova, où il a obtenu une licence en mathématiques, à la Catholic Theological Union de Chicago, où il a obtenu une maîtrise en théologie, et enfin au Collège pontifical Saint-Thomas d'Aquin, à Rome, où il a obtenu un doctorat en droit canonique. Ordonné frère augustinien en 1982, Mgr Prévost a servi comme missionnaire au Pérou avant de devenir évêque de Chiclayo de 2001 à 2014. Sa double nationalité, américaine et péruvienne, reflète ses liens profonds avec les deux pays. En 2023, François l'a nommé préfet du dicaster pour les évêques, chargé de superviser la sélection des évêques dans le monde entier, et l'a élevé au rang de cardinal plus tard dans l'année. Ce poste lui a donné une connaissance approfondie des rouages de l'Église et l'a probablement exposé à de nombreuses questions sensibles susceptibles d'être contenues dans les dossiers secrets de François. Mais qui est au fond le pape Léon XIV? Le choix de son nom papal nous éclaire. En choisissant Léo, il évoque l'héritage du pape Léon XIII, connu pour son enseignement social catholique et sa défense des droits des travailleurs pendant la Révolution industrielle. Cela suggère une attention particulière à la justice sociale et au rôle de l'Église face aux défis modernes, ce qui pourrait permettre de poursuivre certains aspects de l'agenda progressiste de François, tout en adoptant une approche plus traditionnelle de la doctrine. Les premières actions du pape Léon XIV en tant que pontife fournissent d'autres indices sur ses priorités. Lors de sa première messe dans la chapelle Sixtine, le 9 mai 2025, il a mis en garde contre la réduction de Jésus à un leader charismatique et a exhorté l'Église à s'occuper des zones de manque de foi, faisant ainsi écho à l'accent mis par François sur la justice sociale. Il a décrit son pontificat comme une mission visant à éclairer les nuits sombres de ce monde. Dans son premier discours dominical, le 11 mai 2025, s'adressant à près de 100 000 personnes sur la place Saint-Pierre, il a appelé à la paix en Ukraine et à Gaza, répétant la phrase de François, selon laquelle le monde connaît une troisième guerre mondiale menée de manière fragmentaire. Il a appelé à des négociations en vue d'une paix authentique, juste et durable en Ukraine, à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages israéliens détenus par le Hamas. Mais la question reste entière. Que fera le pape Léon XIV des dossiers secrets potentiellement explosifs laissés par François? Poursuivra-t-il les tentatives de transparence de François ou reviendra-t-il à une approche plus prudente? Plusieurs facteurs peuvent influencer ces décisions. D'une part, il existe de puissantes incitations à la divulgation. Le changement de nom des archives secrètes du Vatican par François et l'ouverture des archives de Pie XII suggèrent une tendance à la transparence que Léo pourrait poursuivre, surtout s'il est poussé par des universitaires ou par l'intérêt du public. Les scandales financiers et d'abus en cours pourraient inciter Léo à publier des documents clarifiant les actions de François ou la résistance de la curie, rétablissant ainsi la confiance dans l'Église. Étant donné que plus des 2/3 des catholiques vivent aujourd'hui dans les pays du Sud, les cardinaux pourraient préférer un pape qui privilégie l'ouverture pour contrer les perceptions d'élitisme du Vatican. L'expérience de Léo en tant que missionnaire au Pérou le place en bonne position pour comprendre cette dynamique mondiale. D'autre part, il existe d'importants obstacles à la divulgation. Les cardinaux et le personnel prêtent serment de discrétion à vie lors des conclaves, sous peine d'excommunication. Cette culture de la confidentialité s'étend aux affaires sensibles du Vatican. Les antécédents de la curie en matière d'obstruction aux réformes, comme on l'a vu avec les actions du cardinal Becciu,
pourrait limiter la capacité de Léo à accéder à des informations sensibles ou à les divulguer. La révélation de détails controversés sur François pourrait creuser les divisions entre les factions libérales et conservatrices au sein de l'Église. En outre, de nombreux secrets présumés ne sont pas étayés par des documents crédibles, les responsables du Vatican n'hésitant pas à nier leur existence, ce qui réduit la probabilité de révélations sensationnelles. Compte tenu de la formation augustinienne de Léon XIV, qui met l'accent sur l'humilité et le service, il est possible qu'il donne la priorité à la pastorale et aux questions sociales plutôt qu'aux intrigues du Vatican. Sa référence à l'héritage de François suggère un respect pour son prédécesseur, ce qui rend peu probable qu'il dévoile des secrets préjudiciables, à moins d'y être contraint par des preuves indéniables ou par la demande du public. L'une des controverses les plus graves auxquelles est confronté le pape Léon XIV concerne les accusations selon lesquelles il aurait mal géré les cas d'abus sexuels commis par des clercs au cours de ses fonctions antérieures. Ces allégations ont été formulées par des groupes de défense des victimes, notamment le Survivors Network of Those Abused by Priests, SNAP, et ont été rapportées par les principaux organes de presse. Alors qu'il était superviseur provincial de l'Ordre des Augustins à Chicago vers 2000, le père Robert Prévost aurait permis au père James Ray, un prêtre accusé d'avoir abusé d'au moins 13 mineurs, de vivre au St. Johnstone Friary, situé à un demi-pâté de maison de l'école élémentaire St. Le Snap, a critiqué cette décision, estimant qu'elle mettait les enfants en danger. L'Ordre des Augustins a ensuite réglé un procès lié à Ray pour un montant de plusieurs millions de dollars et l'a radié de l'ordre en décembre 2024. De même, en tant qu'évêque de Chiclayo, au Pérou, Léon XIV a été critiqué pour ne pas avoir traité de manière adéquate les allégations d'abus sexuels contre 2 prêtres. Le SNAP a déposé une plainte contre lui en mars 2025, alléguant qu'il avait porté préjudice aux personnes vulnérables et provoqué un scandale en traitant mal ses affaires. Ces allégations pourraient avoir un impact significatif sur la manière dont Léon XIV aborde les dossiers relatifs aux abus potentiellement laissés par François. Sera-t-il motivé pour faire preuve d'un engagement plus fort dans la lutte contre les abus que son passé ne le laisse supposer? Ou préférera-t-il garder ces questions sous silence pour éviter d'attirer l'attention sur sa propre histoire controversée? Une autre controverse importante autour du pape Léon XIV est sa position sur les droits LGBTQ+, qui semble plus conservatrice que l'approche de François. Dans un discours prononcé en 2012 devant le Synode mondial des évêques, le père Robert Prévost a critiqué ce qu'il a appelé le mode de vie homosexuel et la redéfinition du mariage comme étant en désaccord avec l'Évangile. Il a également reproché aux médias occidentaux d'encourager la sympathie pour les choix de vie anti-chrétiens, y compris l'homosexualité. Cela contraste avec la rhétorique plus inclusive de François, comme son célèbre commentaire « Qui suis-je pour juger ?» concernant les homosexuels qui cherchent Dieu. Si Léon XIV a fait des déclarations plus inclusives en 2023, suggérant que notre travail consiste à agrandir l'attente et à faire savoir à chacun qu'il est le bienvenu à l'intérieur de l'Église. Il n'est pas clair si cela s'étend spécifiquement aux questions LGBTQ+. Les origines américaines de Léon XIV et ses activités politiques déclarées ont également suscité des débats sur son alignement idéologique. Les archives publiques montrent qu'il a voté à 3 primaires républicaines dans l'Illinois depuis 2012, mais qu'il n'a pas voté aux primaires démocrates ni à l'élection présidentielle de 2020. Cependant, il a également critiqué des personnalités républicaines comme Donald Trump et J.D. Vance sur les médias sociaux, en particulier sur les politiques d'immigration. Ces positions complexes et parfois contradictoires font qu'il est difficile de prédire comment Léon XIV traitera les documents sensibles liés aux positions plus progressistes de François sur des questions telles que les bénédictions homosexuelles ou la communion pour les catholiques divorcés et remariés. Le nouveau pape hérite également de défis financiers importants. Le Vatican est confronté à un déficit budgétaire de 83 millions d'euros et à un déficit du fonds de pension de 631 millions d'euros, malgré les efforts de réduction des coûts déployés par François. Une mauvaise gestion ou une incapacité à résoudre ces problèmes pourrait susciter des critiques. Son approche de la transparence financière, un aspect clé du programme de réforme de François, sera suivie de près. En Europe, les vocations sacerdotales sont à un niveau historiquement bas, avec seulement 29 nouveaux prêtres ordonnés en Allemagne en 2024. La croissance de l'Église en Afrique contraste avec la baisse de la fréquentation en Europe, ce qui nécessite un pape capable de faire le lien entre ces deux dynamiques. L'expérience internationale de Mgr Léo pourrait être utile, mais tout faux pas pourrait alimenter la controverse. Les réactions du public à l'élection de Léo XIV, en particulier sur les plateformes de médias sociaux comme X, révèlent des sentiments polarisés qui pourraient façonner les controverses futures. Certains utilisateurs ont exprimé leur consternation, considérant Léo XIV comme un revers pour les causes progressistes telles que l'inclusion des LGBTQ+, et la réforme de la maltraitance.
D'autres voient son élection comme une chance de restaurer les valeurs traditionnelles, surtout s'il s'aligne sur les critiques des réformes de François. Que pourrait donc faire le pape Léon XIV avec les prétendus dossiers secrets laissés par François? Plusieurs scénarios semblent possibles. Tout d'abord, il pourrait poursuivre les mesures progressives prises par François en faveur de la transparence, notamment en ce qui concerne les archives du Vatican. Cela pourrait impliquer l'ouverture d'un plus grand nombre de sections, des archives aux chercheurs ou l'examen d'affirmations spéculatives pour contrer la désinformation. Compte tenu de son expérience d'universitaire titulaire d'un doctorat en droit canonique, il pourrait apprécier la valeur historique de rendre ses ressources plus accessibles. Deuxièmement, il pourrait adopter une approche plus proactive pour traiter les scandales non résolus, notamment en ce qui concerne les abus sexuels. Cela pourrait impliquer la publication de documents qui clarifient les responsabilités pour les dissimulations passées ou la mise en place de mécanismes plus solides pour la transparence et le soutien aux victimes. Compte tenu des allégations concernant sa propre gestion des cas d'abus, il pourrait y voir une occasion de faire preuve de croissance et d'engagement en faveur de la réforme. Troisièmement, il pourrait adopter une position plus conservatrice, privilégiant la clarté doctrinale aux approches parfois ambiguës de François. Cela pourrait impliquer la suppression ou la réinterprétation de documents qui semblent ouvrir la porte à des réformes progressistes, en réaffirmant les enseignements traditionnels sur des questions telles que le mariage et la sexualité. Les commentaires qu'il a formulés en 2012 sur le mode de vie homosexuel suggèrent que cela pourrait correspondre à ses opinions personnelles. Quatrièmement, il pourrait tracer une voie entièrement nouvelle, ni en poursuivant les réformes de François, ni en revenant au conservatisme d'avant François, mais en développant une approche distincte qui reflète son parcours unique d'Américain ayant une expérience significative de l'Amérique latine. Cela pourrait impliquer une transparence différente, moins axée sur la publication de documents historiques et plus sur la création de mécanismes accessibles de responsabilité pour l'avenir. Quelle que soit son approche, le pape Léon XIV doit faire face à une Église catholique plus divisée qu'au début du pontificat de François. Les défis qu'il doit relever sont immenses. Déficit financier, déclin des vocations en Europe, scandales d'abus et débats doctrinaux qui se sont intensifiés sous François. Aujourd'hui, c'est au pape Léon XIV qu'incombe la responsabilité de remédier à ces divisions. Adoptera-t-il la transparence et l'ouverture en ce qui concerne les prétendus dossiers secrets ou maintiendra-t-il le voile traditionnel de secret du Vatican? Poursuivra-t-il les réformes de François ou tracera-t-il une nouvelle voie? Seul l'avenir nous le dira. Ce qui semble certain, c'est que la tension entre secret et transparence, tradition et réforme, continuera à définir l'Église catholique dans les années à venir. Les archives du Vatican, qu'elles soient qualifiées de secrètes ou non, resteront un symbole de cette tension, car elles contiennent la mémoire institutionnelle d'une Église ancienne qui s'efforce de trouver sa place dans le monde moderne. Vous avez aimé cette vidéo? Consultez les vidéos suggérées sur votre écran pour voir d'autres contenus similaires.